Alors le terme NFT est déjà un terme un peu compliqué en soi, c'est non-fungible token, donc il y a plusieurs choses à expliquer. Qu'est-ce que quelque chose de non fongible? C'est quelque chose qui est unique. Et qu'est-ce qu'un token? C'est de la rareté numérique, c'est du code qu'on peut s'envoyer avec un peu de certitude. Salut à tous, je suis Yoann Torti, cofondateur d'MP Gestion Privée et j'ai l'immense plaisir de vous présenter Ma Question Préférée, le podcast qui vous aide à vous faire votre propre avis sur le monde de l'investissement. Je suis moi-même gestionnaire de patrimoine et dans ce cadre-là, je suis régulièrement démarché par des sociétés d'investissement qui souhaitent que je commercialise leurs produits. Je vous propose donc de participer à une conversation chaque mercredi entre une société d'investissement et moi-même, lors de laquelle nous allons faire la due diligence. Qu'est-ce que c'est la due diligence? C'est simplement l'ensemble des vérifications que doit opérer un investisseur avant de conclure un deal. Concrètement, on va poncer le marketing et les éléments de langage de nos invités dans une conversation et un échange sans bullshit et si possible en s'amusant. Je préfère être franc, ce podcast n'a pas pour but de donner du conseil financier personnalisé. En effet, pour donner le meilleur diagnostic patrimonial, je dois connaître l'ensemble de vos symptômes patrimoniaux. Pour ça, vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute ou un bon visionnage, selon vos plateformes. Salut à tous! Comme d'habitude, je suis ravi de vous revoir pour ce nouvel épisode de Ma Question Préférée. Aujourd'hui, on va parler de nouveau à la fois de crypto-monnaie, un petit peu de blockchain, mais surtout de NFT. Donc on va voir avec mes invités qu'est-ce que sont les NFT, pourquoi tout le monde en parle autant, et est-ce que les NFT vont être une future classe d'actifs prochainement. Donc pour ça, je suis ravi d'accueillir Stanislas Barthélémy de chez Blockchain Partner et récemment, ou ça va faire quoi, un an, KPMG France. Exactement, depuis mars dernier. Super. Et on salue du coup Alexandre Stachenko qui m'a soufflé ton nom sur ces sujets-là, qui est peut-être ton N+1. Exactement, Et mon directeur. Voilà, et d'ailleurs il m'a dit que attention, ta prime de fin d'année Elle m'a déjà été notifiée, donc là je D'accord, prends pas trop de risques. C'est donc- peut-être celle de l'année prochaine. Voilà, donc tu as intérêt à être bon parce que c'est COF 8. Ah, je suis hyper tendu là. Je suis hyper tendu. Sur ta prime de fin de l'année. Parfait. Nicolas et Aloïs, donc, qui ont créé récemment NFT France, vont nous expliquer quel est ce nouveau média spécialisé dans les NFT. Je suis ravi de vous rencontrer. Mais dans un premier temps, je vous propose de vous présenter. Stanislas, tu peux commencer. L'idée, c'est de nous expliquer en quoi vous êtes légitime pour nous parler de ces sujets-là. C'est toujours difficile de décrire soi-même sa propre légitimité, mais donc moi, Stanislas Barthélémy, j'ai 26 ans, je travaille dans le milieu de la crypto depuis 3 ans maintenant, quasiment le plus vieux salarié de Blockchain Partner by KPMG, puisqu'on a rejoint leurs équipes. Blockchain Partner a été créé vers les années 2016, et c'est quelques jeunes au sortir de l'école de SCP qui se sont dit qu'il y avait un grand besoin de pédagogie et de compréhension de ce qu'était la blockchain, puisqu'il n'y avait que des contenus en anglais en 2015-2016, donc ils ont saisi cette opportunité, et après ils ont travaillé avec des clients plutôt grands comptes, banque française, même Banque de France. Et donc au long cours, on a eu cette vie d'indépendance, d'être un petit cabinet de 10-15 personnes avec autant de la stratégie que de la technique. Et KPMG a décidé pour se muscler un peu son bras sur le Web3 et la crypto de faire un mariage avec eux tout simplement. Donc aujourd'hui, on est la même équipe, mais au sein de KPMG qui a un grand réseau international, des clients partout en France et surtout beaucoup de grands comptes. Super. Donc, pour être un peu plus dynamique, je propose que Nicolas présente Aloïs et inversement. Ok, très bien. Donc, Aloïs Jaboulet-Vercher, c'est mon cofondateur. On a créé NFT France, le premier média dédié aux NFT. Ça fait déjà à peu près plus d'1 an qu'on est dans le milieu des NFT. On travaille, on est rentré en tant qu'investisseur. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens autour de nous demandaient mais c'est quoi les NFT, où est-ce qu'on peut se renseigner, comment apprendre plus. Et en fait, tout le contenu était en anglais, surtout sur Twitter, Discord. Et c'est là où on a eu l'idée de créer NFT France pour pouvoir... La jungle de Twitter. C'est ça, la jungle de Twitter, exactement. Et c'est là où on a eu l'idée de Avec plein de créer... bienveillance, quand on pose des questions. Dans les NFT, ça va. Ah ouais, dans les NFT, ça va. Ouais. Et c'est là qu'on s'est dit, ok, on va lancer NFT France. Donc on est très actif sur LinkedIn, Twitter, Instagram.
également sur notre site web, on publie du contenu régulièrement où on essaie d'expliquer aux gens c'est quoi les NFT, comment ça fonctionne et pourquoi ça va révolutionner le monde. Super. Moi, je pense que Nicolas a dit le gros, mais grosso modo, Nicolas et moi, on a totalement arrêté tout ce qu'on faisait pour se lancer à fond dans les NFT. Donc, on a investi au début pour notre compte. Après, c'est notre entourage qui voulait investir avec nous, on les a aidés. Et là, en fait, on va potentiellement investir à plus grande échelle. Et à côté de ça, on commence à faire du conseil pour ceux qui veulent, qui nous demandent. Vas-y, c'est les risques du direct, mon téléphone qui vient de tomber, c'est ça. Sinon, c'est tout. Voilà, je pense que j'ai fait. D'accord, et vous aviez un background plutôt ingénieur dev ou pas du tout? Pas du tout. Nous, on est plus école de commerce, Sorbonne, tout ça. Ouais. D'accord. École de management. Ok. Et donc, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Question la plus complexe. Qu'est-ce qu'est un NFT? Et si possible, avec le plus de pédagogie, je compte sur vous. Qui veut se lancer? C'est la grande question. Je peux essayer de démarrer quelque chose et après vous compléter si ça vous va. Alors le terme NFT est déjà un terme un peu compliqué en soi. C'est non-fungible token, donc il y a plusieurs choses à expliquer. Qu'est-ce que quelque chose de non fungible? C'est quelque chose qui est unique. Et qu'est-ce qu'un token? C'est de la rareté numérique. C'est du code qu'on peut s'envoyer avec un peu de certitude. Parce qu'en gros, dans le monde numérique, la difficulté qu'il y a, c'est de pouvoir générer, créer de la valeur et se la transférer. Dans la mesure où toute information numérique, ça c'est ce qu'on connaît, on peut l'envoyer, mais en fait quand on dit qu'on l'envoie, on peut la copier à l'infini. J'envoie un mail, en fait j'en garde une copie. J'envoie un document Word, j'en gagne une copie. Et donc à partir de Bitcoin et après d'autres technologies, c'est qu'on peut enfin transférer de la valeur en ayant certitude que la valeur passe bien d'une poche A vers une poche B. Et donc le NFT, c'est d'avoir ce concept de valeur numérique, et en plus de lui associer des caractéristiques qui lui sont propres. Donc en gros, on peut avoir aujourd'hui un NFT d'art, parce qu'on a un jeton, un objet numérique qui renvoie vers une œuvre d'art. Donc en réalité, on arrive à prouver la paternité et l'authenticité d'une œuvre. Donc c'est un peu la manière dont je définirais les NFT en prenant quelques raccourcis. Voilà. On va parler pas mal de vocabulaire, on va essayer de les expliquer le plus possible, les termes. Si je vous conseille d'aller voir du coup la vidéo avec de la saison 1 sur les cryptos, et la blockchain avec Alexandre Stachenko qui nous explique un petit peu les bases. Et c'est bien de regarder cet épisode avant de repartir sur les NFT pour avoir un petit peu de contenu et de bien comprendre les bases. Vous voulez rajouter quelque chose du coup sur la définition des NFT? Oui, moi les NFT, je les vois un peu comme un actif numérique sûr et certifié, grosso modo. Donc un peu une propriété numérique, que ce soit au niveau des jeux vidéo, là en ce moment, et les métaverses, on en entend beaucoup parler avec Facebook et Meta. Donc, Ok, on va rentrer un petit peu dans les cas d'usage. Aujourd'hui, pour vraiment donner des exemples, dans quel domaine les NFT vont révolutionner? Tu parlais d'art, de gaming, des jeux électroniques. Et concrètement, donner des exemples le plus possible pour qu'on réalise cette puissance que va avoir les NFT pour modifier certains de notre mode de consommation en fait. Là, je pense que c'est déjà un peu en route. Il y a déjà plein d'artistes qui maintenant vivent de leur passion, des artistes plutôt numériques de base, donc digitaux. Le plus connu, c'est Beeple. Le plus connu maintenant, c'est Beeple qui du jour au lendemain est devenu richissime. Avant, il était déjà connu parce qu'il faisait des partenariats avec Justin Bieber, enfin des célébrités. Mais là, il a vraiment pu en fait vendre ses œuvres. Donc là, il commence vraiment à être reconnu dans le milieu de l'art officiel. Il a vendu chez Christie's. Et donc l'art, c'est globalement fait. Après, il y a le gaming aussi avec notamment Sora, Axie Infinity aussi, les deux gros jeux. Donc Sora en plus, c'est français. Donc, Cocorico. Je crois que Stanislas, t'es... Je suis un dingue de Sora. Voilà. J'avoue, depuis le début. Avec plaisir. Donc oui, et après, effectivement, il y a les wearables pour... Ouais, c'est ça, tous les actifs numériques en fait qu'on utilise dans les jeux vidéo, donc que ce soit la carte Mbappé, elle a beaucoup de valeur parce que Mbappé c'est un bon joueur, on a confiance en lui, on pense qu'il va bien jouer à l'avenir. Bon, après il y a tout ce qui est wearable dans les métaverses, donc en fait son personnage 3D qui se balade dans un monde virtuel, et en fait on peut lui mettre, je sais pas, un sac Gucci, des sneakers comme on aime, et donc ça a une valeur également.
Ok, on va revenir un petit peu sur l'ensemble de ces cas d'usage, mais simplement si on commence par l'art qui est à mon avis le plus, on va dire, le plus développé pour le moment des NFT. Comme je vous disais en off, on n'est pas là, on n'est pas sur un podcast, je vous rassure, d'histoire de l'art, mais il y a quand même, moi je comprends que tu mets quelqu'un qui regarde les peintres florentins à cette époque-là, un peintre florentin, tu leur montres du Picasso ou du Klein, ils te prennent pour un fou, ils te disent non, ça c'est pas de la peinture. Donc je comprends que ok, on peut avoir par intelligence artificielle de l'art, que ça peut créer la même, ce terme est galvaudé, mais disruption que l'art contemporain. On parlait de l'urinoir de Duchamp au début du XXe siècle, des choses comme ça peuvent modifier, mais j'ai quand même un rapport qui est spécial dans ce que moi je regarde dans l'art, et ce qui m'impressionne, parce que je ne suis pas doué de mes deux mains, c'est que, je parlais de Rubens, j'ai fait une partie de mes études en Erasmus en Flandre, donc j'ai vu pas mal de peintures flamandes, et pour parler de Rubens, j'étais dans à Anvers, à la cathédrale d'Anvers, et il y avait une toile de Rubens, et grosso modo, c'était un personnage qui pivotait, et ce que j'ai halluciné, j'y connais pas grand-chose, c'est le détail et la technique. Donc du coup, je pense que j'ai peur, là, je vais me faire reprendre par des profs d'histoire de l'art, mais grosso modo, ça doit être 1420, 1450. Grosso modo, tu avais l'ombre du tendon d'Achille qui pivote. Donc là, je me dis, ce mec, il a dans les doigts quelque chose que je n'aurais jamais. Tandis que quelqu'un qui me dit, voilà, je te vends plusieurs dizaines de millions, voire des centaines ou même 500 balles, un truc qu'il a fait par intelligence artificielle, je ne vois pas ce côté technique. C'est un peu la critique de l'art contemporain que tu fais, donc qui n'est pas trop corrélé ou lié aux NFT. Ce que j'ai envie de dire dans les NFT, c'est que oui, on peut voir, et d'ailleurs ça peut prêter à confusion, des œuvres avec quelques pixels qui sont vraiment très simplistes. Ça peut valoir cher, pourquoi pas, il y a une euphorie. Après, c'est une question de support technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le NFT, c'est comment on garantit l'authenticité, la paternité derrière la possession qu'on peut en avoir, mais la réalité, c'est qu'on peut voir des œuvres sur certaines plateformes qui sont tout à fait intéressantes, probantes. Après, c'est les goûts et les couleurs, mais qui n'ont pas forcément le même détail et le même génie que Rubens, parce que ce serait arrogant de dire ça, mais ou des œuvres qui sont détaillées et plutôt bien foutues. Donc pour moi, les NFT et l'art, c'est plutôt un nouveau support technique, en soi une nouvelle manière de faire, parce que la partie numérique existe déjà. On peut déjà faire un paint, pour la faire courte, à la main, ou il y en a d'autres qui utilisent des logiciels plus professionnels pour faire des vraies œuvres d'art. Oui. La question, c'est qu'on avance aussi dans la financiarisation de cet art. Dans la mesure où, une fois qu'on a un objet numérique, on peut l'échanger, le proposer à la vente sans passer par des intermédiaires comme des galeries. Mais en soi, la financiarisation de l'art, ça existe déjà depuis des années avec une cote, etc. Bien sûr, mais par exemple, quand tu prends, et encore une fois, je suis loin d'être expert, mais moi aussi, hein. On m'a traîné il y a quelques années au musée Jacquemart-André pour voir une exposition de Fra Angelico, qui est l'un des peintres qui a inventé la perspective. C'est-à-dire qu'avant lui, ou même les peintres de la même époque à Florence, on ne savait pas dessiner une boîte dans l'humanité. Donc je trouve ça dingue que c'est le premier mec qui s'est dit, voilà, maintenant au primaire, quand tu termines ton école primaire, tu sais dessiner en 3D une boîte, quoi. Et donc c'est lui qui l'a inventé. Donc je comprends que Fra Angelico, son travail vaut un peu d'argent dans l'histoire de l'art. Et c'est pour ça qu'il est coté. Et comment fait-on pour aller voir quelqu'un qui a de l'importance sur ce marché-là des NFT et se dire que lui a vraiment une performance artistique des NFT par rapport, comme tu disais de manière caricaturale, j'ai fait, mon neveu de 5 ans a fait un truc sur Paint et je le fais en NFT. Je peux répondre à la question. On peut prendre l'exemple de Beeple. En fait, lui, c'était déjà un artiste qui faisait de l'art digital pendant, il me semble, plus de 13 années. En fait, tous les jours, il publiait une œuvre sur Twitter. En fait, c'est ça qui a vendu chez Christie's pour 69 millions. En fait, c'est les 5000 premières œuvres qu'il avait créées et publiées sur Twitter. En fait, c'est vraiment quelque chose qui était révolutionnaire. C'est de prendre toutes ces œuvres depuis des années, il les faisait, on va dire, gratuitement. Et là, d'un coup, il est capable de monétiser ça. C'était vraiment quelque chose qui était très intéressant. C'était le premier à avoir fait ce genre de choses, surtout dans une maison d'enchères traditionnelle, ce qui nous montre qu'il y a une sorte de légitimité par rapport à l'art traditionnel également.
Donc simplement, on recommande rien hein, ici. Voilà, C'est hors de prix, Beeple. Oui, non, C'est mais hors de prix, bien sûr. voilà. Non, simplement, c'est que de ce que je comprends, ce que tu nous dis, c'est qu'il faut peut-être dans un premier temps, parce que le but, c'est, on est dans un podcast sur l'investissement, le but, c'est acheter un NFT et le revendre plus cher. Donc, ce que tu nous dis, pour pas se planter, idéalement, il faut peut-être d'abord aller voir les artistes qui ont un background dans l'art numérique depuis plusieurs années et qui sont passés au NFT depuis 2-3 ans, plutôt que de se dire je vais voir les newbies, un mec qui se décrit comme l'artiste NFT par excellence, qui lui peut disparaître. C'est un peu l'idée? C'est une question de maturité. Si on prend quelqu'un qui a déjà une cote, ça coûte cher et peut-être que la capacité à faire de l'argent dessus, si c'est l'objectif, est peut-être un peu plus complexe, alors qu'il y a un pari plus risqué de prendre quelqu'un au tout début. Peut-être que sa sensibilité artistique va vous plaire et vous vous dites qu'il peut être coté puisqu'il a quelque chose de différent des autres. C'est un peu comme investir dans une start-up qui vient de se créer versus un grand groupe qui est déjà coté en bourse. Early, plus tu as une espérance de gain, voilà, mais ton risque est important. Vous avez une idée à peu près aujourd'hui sur 2021 à peu près en euros le nombre de ventes, le montant à peu près des NFT? J'ai fait l'exercice pour un client il y a quelques jours, donc c'est plutôt encore frais dans ma tête. La valorisation de tous les NFT, alors on mixe un peu tout, hein, ça peut être autant de l'art que, on parlait de wearables tout à l'heure, la manière d'habiller son avatar, que les objets de jeux vidéo, c'est aux alentours de 20 milliards de dollars. Et le volume qui a été fait sur l'année 2021, il est à entre 15 et 20 milliards. Donc en fait, c'est encore quelque chose d'assez petit au regard de la valorisation des crypto-actifs On en parlait qui sont entre 2000 et 3000 milliards, effectivement. Donc on est encore sur quelque chose de tout petit. Et en termes de nombre de détenteurs de NFT dans le monde, on est entre 3 et 5 millions. D'accord. À peu près. Voilà. Ce qui est encore assez faible, à mon sens, par rapport au potentiel d'utilisation. Et on trouve, c'est quoi? C'est souvent, comme on disait, de l'art numérique. Et c'est des NFT qui, à peu près, quelle fourchette de prix? Il y a une idée, le panier moyen? Je pense que c'était à 1000, il me semble. Je crois que la moyenne c'est 1000, mais les différences sont énormes. Il y en a à 5 dollars, 10 Et dollars. le problème, c'est qu'on voit l'effet loop des médias qui parlent effectivement de Beeple et de choses. Des CryptoPunks qui valent des dizaines de millions, et c'est toujours le problème de la moyenne. C'est un outil qui ne parle pas très bien des extrêmes ou de la moyennisation, c'est plutôt la médiane qu'il faudrait regarder. Donc aujourd'hui, un investisseur peut rentrer sur ce marché avec un budget de 1000 à 1500 euros. Après, c'est un marché très compliqué. C'est comme rentrer dans le marché de l'art. Rentrer avec 1000 1500 euros, on achète une œuvre, la cote peut s'effondrer demain. Donc c'est un peu le même principe. Oui, bien sûr. C'est très illiquide, si on se trompe. Voilà. On parlait de tout ça, des risques. Donc effectivement, mais pour rassurer les gens qui nous écoutent, oui, on ne parle pas que de CryptoPunk à X millions d'euros. Voilà, donc aujourd'hui, on peut se faire plaisir avec des montants relativement raisonnables. D'accord, ok. Dans les autres cas d'usage que l'art, on voit le gaming et une appellation dont on parle du play to earn. Est-ce que vous pouvez expliquer ça et comment on peut dégager un rendement dans le play to earn? Ouais, je peux y aller. Du coup, le play to earn, en fait, c'est jouer aux jeux vidéo et en fait être rémunéré en jouant, donc via des cryptos en général. Donc on a un personnage, on joue, on gagne, je sais pas, du blé dans un jeu, et ce blé, il a une valeur parce que d'autres joueurs l'utilisent pour faire des transactions, pour aller plus vite, pour créer une maison. Un exemple assez bateau. On a aussi les NFT qui peuvent représenter le personnage et c'est en évolution. Donc ça a de la valeur parce que y a des gens qui mettent du temps pour faire évoluer leur personnage qui deviennent de plus en plus rares. D'accord. Ce qui existe déjà dans le monde du jeu vidéo, hein, c'est sur World of Warcraft, il y a des gens qui payaient la monnaie in-game qui n'était pas de la crypto, mais aujourd'hui tous ceux qui ont joué à World of Warcraft comprennent le concept de play to earn. C'est qu'enfin on matérialise l'économie par quelque chose qui a de la valeur. Je pense que dans l'audience, beaucoup n'ont pas joué à World of Warcraft. Alors pour la faire courte, c'est qu'on a un monde 3D, on a des personnages qui évoluent, et donc comme vous le disiez, on a besoin de passer beaucoup de temps pour le faire évoluer, et donc ce temps a quelque part de la valeur, puisque si on a un personnage de tel niveau, on peut s'amuser à avoir accès à du contenu. Donc la question c'est, est-ce qu'on se tape toutes ces heures de travail pour faire monter son personnage, ou alors par exemple est-ce qu'on achète des choses qui vont nous permettre d'accélérer
le processus. Et aujourd'hui, on transpose ça et les cryptos sont la valeur qu'il y avait dans les jeux à l'époque. Un autre avantage, c'est que maintenant, avec la technologie NFT, en fait, tout est transparent et là, on est sûr, on est capable de voir combien de personnages il y a dans le jeu parce que ça passe avec la technologie, on utilise la technologie blockchain. Du coup, tout le monde est en mesure de vérifier le nombre de personnages, alors que dans les jeux traditionnels, l'éditeur du jeu, il peut bien dire il y a 100 personnages, et au final, il en a 3000. Donc, personne. Juste pour reprendre quelque chose que ce que tu disais, Aloïs, c'est que j'imagine ma mère devant l'écran. Tu lui expliques qu'il y a des gens qui vont te payer pour que tu joues aux jeux vidéo. Déjà, pour elle, c'est un premier frein intellectuel. Et comment tu peux expliquer, bon, bien sûr, le sous-jacent, je sais que c'est pour le réseau et ainsi de suite et faire tourner la machine, mais est-ce que tu peux expliquer pourquoi des gens rémunèrent des joueurs? C'est pas vraiment des gens, c'est le jeu en lui-même. C'est en fait l'écosystème du jeu qui est fait de telle sorte que, en fait, en jouant, plus t'es bon, donc plus tu gagnes, normal. Et donc c'est cette valeur que tu as dans le jeu, donc le token du jeu ou la monnaie du jeu a une certaine valeur parce que d'autres joueurs en fait sont prêts à l'acheter tout simplement. D'accord. Donc là, ça rend libre en fait les échanges. Donc c'est pas pardon, c'est pas un revenu, c'est simplement une augmentation c'est une plus-value sur ton token de ton capital parce que tu as passé des étapes, tu as montré que tu étais... Une récompense pour avoir accompli une quête. Mais en gros, l'idée, c'est pour prendre un step de recul, c'est que dans le monde du jeu vidéo aujourd'hui, il y a, on va dire 3 étapes. Au tout début, c'est on achète son jeu 60 € et on peut y jouer, et puis c'est les développeurs qui récoltent l'argent, etc. La deuxième étape, c'est que maintenant on fait des jeux gratuits pour dire venez tous jouer à mon jeu, et si vous voulez vous différencier des autres sur votre personnage par exemple, vous allez acheter un moyen de changer votre apparence pour vous différencier. Je joue très peu, je suis tombé dans un jeu addict de jeux de tennis sur mon téléphone. Oui, mais c'est exactement ça, oui. Voilà, et je dois acheter du cordage à un moment, et je me suis aperçu que le cordage à 0,99, parfois j'en avais pour 10 € par mois de cordage. C'est pas étonnant, donc le jeu gratuit, plus on met des assets et on va dire une économie qui fait qu'on pousse à l'achat, ça marche bien. Et aujourd'hui, l'idée, c'est d'avoir, dans ce côté joueur et développeur, d'avoir un peu une redistribution de la valeur. C'est-à-dire que des bons joueurs vont pouvoir avoir de la valeur, et si le jeu grandit, par exemple, admettons, c'est l'équivalent, c'est le jeu Fortnite, c'est-à-dire qu'ils mettent, je sais pas, un t-shirt, admettons que ce soit un t-shirt Nike. Aujourd'hui, il n'y a pas de limitation, demain ils peuvent mettre une limitation en disant on va en créer pas plus que 100. Donc si on est au début du jeu, qui a 1000 joueurs, on achète un t-shirt Nike 1 sur 100, c'est intéressant, mais si demain Fortnite devient un énorme succès, qu'il y a des millions de joueurs, la demande pour une copie de ces 100 devient plus explosive. Et donc c'est un peu le pari le joueur participe à l'économie du jeu et peut toucher une part du gâteau quelque part si le jeu grossit. Oui, tu as même, je crois que c'est de tête, c'est Jacques, l'artiste français, qui confidentiel sur le nombre de ventes, mais qui grosso modo prévoit de faire des NFT et tu pourras peut-être être rémunéré en droit d'auteur. Tu auras des royalties par rapport, je sais pas, tu vas avoir en NFT, tu vas avoir une chanson des 15 de l'album et il va partager avec toi si la chanson tourne et a beaucoup de SACEM, les royalties. Donc tu vas pouvoir créer un revenu. C'est presque un actif financier un peu traditionnel. Là, c'est juste le support est sous forme de NFT, mais effectivement, c'est des choses qui sont aujourd'hui... il faut que la réglementation avance un peu, mais c'est des choses qui vont se passer. C'est comme aujourd'hui sur les actions. Demain, une action d'Apple pourrait être sous forme de crypto et on pourrait s'amuser à la fragmenter. Aujourd'hui, le frein est réglementaire et pas technique. Ok. Tu parlais de Sorare. Tu peux nous expliquer un petit peu, puisque ça, c'est l'actualité. Bien sûr. C'est une boîte française qui a été créée en 2018. C'était des membres de l'écosystème qui étaient aussi dans une boîte de conseil à peu près, qui sont partis et qui ont lancé leur projet, qui est on présente souvent ça comme une sorte de Panini numérique. C'est-à-dire qu'eux, ils utilisent la crypto et blockchain pour créer de la rareté numérique. La garantir, en l'occurrence, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on n'a pas la certitude. Eux, ils vont créer un nombre limité de joueurs de foot parce qu'au préalable, ils ont quand même signé les droits à l'image avec les clubs. Donc par exemple, admettons qu'ils signent avec Paris, ils vont émettre que 100 Kylian Mbappé par an, ce qui fait qu'il n'y en a pas un de plus, et qu'ils vont les proposer au marché, pour la plupart, au marché primaire, c'est-à-dire que nous, on est joueurs, on veut acheter Kylian Mbappé. Pourquoi? Pas pour juste le collectionner en mode Panini, c'est bien plus que ça, donc oui, on peut collectionner, mais la vraie valeur se situe dans la compétition. Donc on va acheter plusieurs joueurs en édition limitée, marché primaire à enchères vendu par Sorare,
et on va faire des équipes de 5. Je caricature un petit peu, ça serait pas un crossover entre Panini et Mon Petit Gazon? Exactement. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu le mix parfait entre Mon Petit Gazon et Panini. Une fois qu'on a ces équipes de 5, ces cartes vont refléter le score de la performance réelle du joueur. Donc c'est pour ça que tout à l'heure on présentait Mbappé presque comme un actif financier exotique, puisque Mbappé, il a sa valeur entre guillemets émotionnelle pour tout fan du PSG ou fan français, mais derrière c'est surtout un joueur. Je suis supporter du Paris Saint-Germain, donc ça me fait un peu mal au cœur, mais bon, pourquoi pas. C'est que ce Mbappé-là, il va refléter la performance réelle. Donc si le week-end prochain, le week-end dernier, par exemple, il a beaucoup marqué, notre équipe va faire un grand score, et en réalité, toutes les cartes que je disais au début de Mbappé ne sont pas que vendues au marché primaire, il y a une partie qui vont pour récompenser les meilleures équipes. Et cette carte, évidemment, a de la valeur, puisque c'est un joueur qui va marquer pendant 12 ans, par exemple, ou 13 ans, beaucoup de points, et donc il va créer une forme de rendement. Donc Mbappé est quasiment un actif financier un peu exotique. Et donc Sorare aujourd'hui fait un grand chiffre d'affaires, parce qu'il y a une grande demande des joueurs. Ils sont partis en 2019, on a commencé à jouer, on était quelques centaines. Aujourd'hui, il y a à peu près 65 000 personnes qui ont acheté au moins une carte. Et c'était 20 000 au 1er septembre. Donc là, ils ont levé 500 millions de dollars, ils valent 4 milliards et demi. Et donc ils ont une grande ambition, c'est quasiment un géant mondial du divertissement maintenant. Je peux pas ne pas te poser cette question-là. À titre personnel, donc tu as commencé Sorare en 2019. Oui. C'est quoi ta plus grosse plus-value sur une carte pour donner une idée à des gens? En relatif ou en absolu? On va pas dire combien tu as payé et combien tu as maintenant, sinon on risquerait de te cambrioler. Mais... Non, mais paradoxalement, c'est même pas forcément sur un Mbappé, parce qu'au tout début, Mbappé arrivait un peu plus loin que les 2019, c'est plutôt 2021, donc il y avait déjà pas mal de joueurs, pas mal de concurrence. C'est vraiment et c'est ça qui est sympa dans Sorare, et qui est très engageant étant fan de foot. Maintenant, je m'amuse à regarder des matchs de Belgique, de championnats exotiques. C'est de trouver des petits joueurs pas très connus qui jouent pas beaucoup, mais qui ont un potentiel. Et derrière, 2 ans plus tard, maintenant, il y a un peu cet historique dans le jeu, c'est que si 2 ans plus tard, il signe dans un grand club, ce personnage-là, ce petit joueur-là, il aura fait, je sais pas, 20 fois ou 30 fois sa valeur. Ouais, mais d'ailleurs, j'en profite pour passer un petit bonjour à Florent, qui a fait une belle plus-value sur Mac Maignan. Voilà, je crois qu'il a peut-être fait 1 x 10. C'est pas étonnant, c'est un bon gardien en plus, c'est prometteur, il va reprendre la place. On va pas trop parler de foot parce qu'on pourra en parler des heures. C'est vraiment pour dire qu'en créant de la rareté numérique autour de joueurs qu'on peut faire jouer et auxquels on peut gagner des cartes, il y a une notion de revenu. Si on fait de bonnes équipes, alors c'est mieux si on a un capital de départ plus important, c'est-à-dire qu'on peut acheter Mbappé, on est certain qu'il va marquer, mais il y a quand même une dimension. Mon petit frère qui a pas beaucoup de ronds, il a fait une équipe avec ses potes, ils regardent les matchs ensemble, donc il y a une dynamique un peu sympa. Et ils prennent plutôt des petits joueurs qui veulent voir grandir sur plusieurs années. Je vois mal Sorare avoir, je sais pas, dans quelques années, avoir moins de quelques millions de joueurs. Donc la demande pour une carte en 1 sur 100 aujourd'hui, il y a un peu ce pari que Sorare va se démocratiser. Donc là, pour un investisseur, c'est clairement, j'achète une carte. Si possible, j'ai une expertise dans ce milieu qu'est le football. Après, ils vont se développer sûrement dans d'autres sports. Et par la suite, j'y pense, on pourrait peut-être faire le même schéma avec un groupe de musique qui n'est pas connu et en fonction des ventes, voilà, ok. Et en fait, mon gain, c'est juste à la fois la performance et l'offre et la demande. C'est que la personne où j'étais le seul à le connaître avec ses parents, mais je l'ai acheté 10 centimes et maintenant que tout le monde le connaît et que tout le monde veut l'acheter, je le revends à 1 million d'euros. Ce qui sous-entend que j'ai fait aussi des mauvais choix sur des joueurs que je pensais bons et qui soit se sont cassés la jambe, soit en fait n'étaient pas si bons que ça. C'est-à-dire qu'on ne gagne pas à tous les coups, mais ça valorise l'expertise quand même en termes de football si on est prêt à aller parfois sur des championnats exotiques. Okay. Il y a le Japon par exemple. C'est un cas de NFT. C'est un cas de NFT, mais ça permet d'illustrer qu'en gros, et surtout sur Sorare c'est intéressant parce que si vous allez sur leur site, ils ne vont pas forcément parler de blockchain et crypto. C'est-à-dire qu'ils ont fait une expérience un peu optimale où on crée son compte. Pour des vrais amateurs de foot. Et exactement, c'est-à-dire qu'ils attirent les amateurs de foot, les fans de FIFA, Ultimate Team, donc le jeu vidéo, et qu'en gros, ils créent un portefeuille numérique qui permet de détenir les actifs pour vous, donc ils le gèrent pour vous, donc en fait vous créez un compte avec un login et un mot de passe comme les comptes traditionnels que vous avez sur le web, votre boîte mail, ce que vous voulez, et que vous allez recharger votre compte avec votre carte bleue. Et en soi, ils vous font toute l'abstraction du côté, on utilise la crypto, la blockchain, les wallets, ils gèrent tout ça pour vous. Et c'est ce qui permet sur Sorare d'ailleurs, d'à peu près un petit sondage qui avait été fait par quelqu'un qui fait des newsletters d'analyse économique sur Sorare, il s'appelle Tecoma, c'est qu'à peu près la moitié des joueurs sur Sorare n'avaient jamais eu de crypto avant Sorare. Donc là, on arrive sur quelque chose en fin de grand public, c'est-à-dire qu'on attire des gens qui ne sont pas
pour faire un raccourci, qui n'étaient pas les petits devs dans leur garage en train de développer des smart contracts sur Ethereum. Juste pour conclure, tu disais que tu es fan du PSG. Sorare, aujourd'hui, tu achètes quoi? Il y a 5 ans, tu avais acheté Messi. Il est un peu moins performant, pour être sympa. Je suis moi aussi, hein, je suis abonné au PSG, donc voilà. Je suis pas un Messi fan, mais voilà, et au bout d'un moment, il va arrêter. Que devient Bon, Messi, tu me diras que ça va être une carte légende, comme si j'avais une carte Pelé. Ok, mais le petit joueur qui a fait une carrière honnête, qui t'a rempli les poches parce que tu l'as acheté 10 € et qu'il en a à son prime, comme on dit, il en valait 1500 €, qui prend une retraite bien méritée après 400 ou 500 matchs de Ligue 1. Que devient ton capital? Il y a une question d'horizon de l'investissement. Effectivement, plus le joueur s'approche de la fin, en dehors de peut-être de joueurs comme Messi, où je pense qu'il y aura quand même une demande juste pour l'avoir en collection. Ouais. Donc, mais ça, c'est pour quelques joueurs, ça va pas, ce sera pas vrai pour tous les joueurs. C'est de le vendre au bon moment. C'est-à-dire un joueur, je sais pas, Mbappé par exemple, admettons qu'il y ait énormément de joueurs sur Sorare, je vais pas attendre la veille de sa fin de carrière, sauf si ça devient une ultra légende. Bon, il est promis à ça, mais soit c'est de le vendre peut-être à 31, 32 ans quand il enfile les buts comme des perles. Un peu comme Lewandowski, entre guillemets, je m'arrêterai là pour le foot, qui aujourd'hui, je crois, a 32 ou 33 ans et pourrait encore jouer 2-3 ans au top niveau. Je suis en train de me demander si je vais pas le vendre, en gros. Ouais, okay. Pour éviter la perte en capital, puisque comme il va plus beaucoup jouer ou être moins performant, ne plus jouer. Ou naturellement plus se blesser, comme d'autres joueurs qu'on voit au PSG. Ou de plus se blesser, oui. C'est-à-dire qu'il y a une perte de revenus futurs, vu qu'il ne jouera plus, il ne sera plus productif. Donc pour être un peu technique en finance, tu as un souci sur ton discounted cash flow, pour si tu n'as pas de durée, pour calculer les flux futurs, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, les joueurs ne vont pas jusqu'à cette précision-là, mais la mécanique intellectuelle, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut chercher le moment optimum où on en a extrait le maximum de valeur, et derrière, c'est la valeur du capital qui est amenée à baisser. Ok. Autre point, autre sujet qu'on voit dans l'actualité depuis hier ou avant-hier, Artefact, je crois qu'on prononce comme ça. Artefact, ouais. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots et comment et pourquoi et en quoi on peut effectivement, comme Sorare, peut-être spéculer sur ce genre de NFT? En fait, Artefact, c'est une entreprise, elle a été créée en 2020. Et en fait, eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils étaient positionnés sur la partie wearables. En fait, il s'agit de quoi? Il s'agit des chaussures. En fait, wearables, c'est en fait les vêtements dans les mondes virtuels. Et Artefact, ils faisaient des sneakers dans les mondes virtuels plus précisément. Et en fait, là, Nike, ce qu'ils ont fait, ils ont vu les annonces, tout le monde parle des métaverses. Et en fait, ils voulaient se positionner. Ce qu'ils ont fait, ils ont racheté l'entreprise Artefact pour pouvoir finalement proposer à leurs clients des chaussures dans les mondes virtuels sous format NFT. Alors, ça peut paraître pour beaucoup de gens complètement hors sol. Je m'excuse auprès des gens qui ont peut-être 20 ans, qui pour eux c'est tout à fait normal, mais je m'adresse aussi à un autre type de personnes. Faudrait qu'on discute un petit peu, qu'on échange de ce monde virtuel, digital life en anglais, qu'on s'aperçoit, et notamment je pense que le confinement a accentué ça, c'est que je vais être un peu méchant, mais que voilà, je suis des gros comptes sur Twitter, sur voilà, l'un des principales personnes que j'ai suivies au tout début sur Twitter, c'est quelqu'un qui faisait beaucoup de blagues, notamment sur les matchs de foot. Et en fait, j'ai appris qu'il bossait dans une mairie et que je l'imaginais manger tout seul avec son petit Tupperware le midi dans une mairie de province. Je suis originaire de province, calmez-vous sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci. Voilà, mais tu vois, un truc un peu pas très glamour, et qu'il est arrivé, qu'il rentrait chez lui à 18h, il était followé par 150 000 personnes, il sortait une blague, il avait 500 likes, et que sa vie en ligne était peut-être, en termes d'échange, plus riche que sa vie dans le monde réel, IRL comme on dit. Et qu'il y a ce phénomène-là de se développer de plus en plus, de développer en fait sa vie en ligne, puisqu'on est connecté pour le boulot sur l'ordi, et qu'on reste connecté jusqu'à sa fin de journée, jusque pour certains, bon après, des gens ont des occupations autres bien évidemment, mais c'est cette idée que le monde digital, notre vie, le temps qu'on passe en ligne, prendra de plus en plus d'importance dans notre vie globale. C'est bien ça? Oui, c'est un peu ça. Je pense que le métaverse, c'est hyper large. Donc,
Aujourd'hui, on est peut-être déjà dans le métaverse. Enfin, moi, je passe peut-être plus de 8 heures par jour devant des écrans. Donc en soi, je passe ma vie, entre guillemets, sur les écrans et dans le métaverse. Donc après, on peut voir le métaverse comme un monde immersif où on a le casque de réalité virtuelle, un peu à ce que veut faire Meta et Facebook. Donc on peut le voir de plusieurs manières, mais c'est sûr que le métaverse est en train d'arriver et il a plusieurs formes, donc soit de la réalité augmentée, soit de la VR totalement, soit tout simplement juste jouer dans les jeux vidéo un peu plus activement. D'accord. Et ce dont tu parlais, Nicolas, c'est qu'aujourd'hui, tu vas pouvoir te créer un avatar, un double. Là, en psychologie, on dit qu'il y a la personne qu'on est, la personne qu'on voudrait être, et la personne comment on nous voit autrui. Et là, l'idée, c'est que tu as envie d'avoir de flex, comme on dit les jeunes, c'est d'avoir un avatar pour les gens ringards comme moi qui sont nés dans les années 80. On disait crâner à l'époque, mais je crois que plus personne utilise cette expression-là, qui est bien désuète. Donc pour flex, pour te la raconter, tu vas vouloir avoir une consommation de vêtements, notamment. C'est ça, c'est exactement ça en fait. C'est pour le personnage et l'avatar dans le monde virtuel, il va pouvoir porter des chaussures Nike. Et en fait, on pourra montrer aux autres que nous, on porte des chaussures Nike. C'est à peu près comme dans les habits dans le monde réel, les gens portent des marques de luxe pour se montrer. Là, ça va arriver exactement. C'est signe extérieur de richesse numérique en gros. C'est exactement ça. Et ça arrive, c'est pourquoi. Moi, je me souviens, il y a très longtemps, quand j'étais au CP, sont arrivées les premières pumps. Je pense que vous étiez pas nés. Et aujourd'hui, si j'ai un enfant, moi, j'ai fait des caprices à ma mère pour avoir des pumps qui coûtaient, je pense, l'équivalent de 1000 francs. Donc 150 € en 91. Et qu'aujourd'hui, ce que tu me dis, que si j'ai des enfants, ils vont me faire une crise pour que leur avatar ait les nouvelles Converse qui vont me coûter 150 €. C'est déjà le cas avec Fortnite, quand on voit l'audience et la jeunesse des joueurs qui demandent déjà à leurs parents d'avoir 15-20 € pour avoir un skin, donc avoir une apparence qui les différencie des autres. Là, l'idée, c'est que ce sera peut-être sous forme de NFT, mais encore une fois, c'est le support technique qui change, mais l'idée est déjà présente. Oui. Metaverse, c'est un concept qui est, entre guillemets, vieux comme le monde. Donc Mais pour avoir un raisonnement un peu plus moral, moi, finalement, ça ne me choque pas, et des gens peuvent dire que c'est complètement absurde. Du moment qu'on met 200 ou 300 € sur un t-shirt Balmain ou sur Balmain ou d'autres, fabriqué en Chine, machin, est-ce que ça a du sens? c'est le même raisonnement. Aussi peu de sens. On veut être cool dans le monde réel et on veut être aussi cool avec l'extension de soi-même qui est l'avatar dans le monde numérique. Et donc on va mettre le même t-shirt qui sera peut-être même encore plus cher puisqu'il y a peut-être une euphorie dessus. Mais c'est le même procédé. C'est comme sur l'art qu'on disait tout à l'heure. L'art contemporain est déjà très critiqué et critiquable. Donc la question, c'est pas le NFT qui est un nouveau support technique, c'est l'art en soi. Et du coup, les métaverses, comme vous disiez, vont créer des nouvelles classes d'actifs et des nouveaux sujets d'investissement. Oui, ça va arriver. Donc les métaverses, il y en a qui construisent donc des terrains pour construire des galeries virtuelles, des musées, des jeux interactifs, peu importe. Et en fait, ces terrains, donc, ils sont limités. Et donc, comme dans la vraie vie, c'est l'immobilier virtuel, en fait. La plus grosse métaverse aujourd'hui, c'est Sandbox. Sandbox, il y a aussi Decentraland, CryptoVoxel, OVR un petit peu. Ce que je vois aussi, il faut faire attention, c'est que l'immobilier dans la vie réelle coûte très cher. J'ai l'impression que c'est pour les gens qui n'ont pas les moyens. Ils vont se dire, je ne peux pas faire de l'immobilier dans la vraie vie, je vais aller en faire dans la métaverse. Mais le problème, c'est qu'on dit la métaverse, mais j'ai plus l'impression qu'il faut dire les métaverses. C'est ça. Et c'est savoir, c'est que si tu achètes le 55 rue Avenue des Champs-Élysées, qui doit valoir, j'en sais rien, 20 000, 30 000 ou 40 000 € du mètre carré, que tu achètes le 55 Avenue des Champs-Élysées, le problème, c'est que tu en as plusieurs 55 des Avenues Champs-Élysées, tu en as autant par métaverse. C'est vrai que dans chaque métaverse, il y a le cœur donc, qui vaut plus d'argent, mais on peut acheter un peu dans chaque métaverse. Donc c'est comme dans l'immobilier classique, on peut acheter à Paris, à Marseille, à Lyon. Chacun fait un peu son petit marché. Donc, Il faut avoir une conviction sur le fait d'acheter des terrains virtuels, parce qu'en gros, le sujet, c'est qu'aujourd'hui, on a des métaverses qu'on appelle crypto-natifs, c'est-à-dire qui sont dans la veine crypto et qui utilisent la crypto comme valeur, que ce soit pour les wearables, qu'on disait tout à l'heure, mais y compris pour les terrains virtuels. La question, c'est est-ce qu'il y a assez d'utilisateurs et surtout de marques
ou de jeux qui vont construire des choses dessus pour justifier l'achat d'un terrain. Puisque par définition, c'est ce que je disais tout à l'heure, un monde numérique il peut être quasiment infini. Donc la question c'est est-ce que c'est un modèle avec un cadastre? D'ailleurs c'est marrant, vous allez sur Decentraland, où il y a un cadastre avec 90 000 parcelles, il y en a qui vendent, il y en a qui vendent pas. De l'autre côté, il y a d'autres metaverses, un peu dans ce que va faire le groupe Meta. C'est pas vraiment un metaverse crypto dans les valeurs, mais ce que veut faire par exemple un projet comme Nifty Island, c'est de dire chacun aura son île, il n'y a pas de limitation de terrain, par contre derrière tout ce qui est asset graphique, objets pour se différencier, ce seront des NFT. Donc c'est même pas forcément aujourd'hui, il faut avoir une conviction sur le fait que les terrains virtuels vont s'imposer, parce que toujours cette notion de limitation, mais en réalité, est-ce que dans le monde numérique, il faut limiter les terrains? Pour le coup, j'en reviens un peu de cette idée, je ne suis pas certain. D'accord. Donc ça, c'est effectivement un point à prendre en considération. Et aujourd'hui, vous avez une idée à peu près, c'est le prix pour spéculer sur du foncier dans la métaverse? Tout dépend des métaverses, je pense. Sur Decentraland, des Sandbox, c'est plusieurs milliers d'euros, donc pas loin de la dizaine, je pense, pour le prix d'entrée pour avoir. Pour une parcelle? Ouais. Exactement, ouais. La moins chère, hier par exemple, j'ai fait ça aussi pour un client, ça tombe bien, donc j'ai tout ça est frais dans ma tête. La moins chère sur Decentraland, c'était 12 800 $, c'est ça, et sur The Sandbox, c'était 11 000 $. D'accord. Et sur Decentraland, c'est par exemple 90 000 parcelles. Mais ça, c'est le raisonnement de la moins chère qui était en vente hier. C'est comme dire. Quartier, quoi. Exactement, c'est comme dire en banlieue parisienne, moi je viens du Val d'Oise et de Méry-sur-Oise, ma petite ville, ça vaut pas la même chose que sur l'avenue des Champs-Élysées, donc effectivement, ça c'était la moins chère, on va dire, c'est peut-être Méry-sur-Oise, et avenue des Champs-Élysées, ça peut être 50, 100 000, 200 000, la meilleure parcelle qui est le mieux située. Ok. Non, ok, il y a une notion de valorisation foncière classique. Possibilité de faire des promotions immobilières, je ne sais pas, de construire et louer des actifs immobiliers sur ces parcelles? De louer, oui, c'est totalement possible de louer à n'importe qui, en fonction de l'offre et de la demande, en fait. C'est classique, ça se fait D'accord. pas encore beaucoup, je crois. Si, ça existe déjà. commence. Il y a un fonds américain qui est Donc, une grande entreprise. Là, vous voyez, on touche ma limite. Ça y est, mon côté réac de... Là, ça y est, je comprends plus. C'est que je vais avoir un locataire qui va se dire « Waouh, son appart, il est trop bien sur cette parcelle, il est trop bien situé. Faut que mon avatar, il vive là. » Il faut que mon entreprise se... Ouais, c'est ce que je veux dire, c'est plutôt une notion d'entreprise, parce qu'en gros, il y a une grande société dans le monde crypto qui s'appelle Galaxy Digital, qui a lancé un fonds qui investit dans des terrains virtuels, et ils ont acheté plusieurs terrains contigus dans Decentraland, et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont refait un quartier qui existe déjà au Japon, qui s'appelle Harajuku, qui est un quartier où on vend de la mode, et eux, ils ont créé... On est dans le futur. À voir si ça fonctionne, en tout cas, la news existe. Et derrière, il y a la représentation de ce quartier-là à l'exact même, on va dire, ressemblance dans le monde des Decentraland, qui s'appelle Metajuku. Vegas, ils ont refait des villes. Exactement. Ou France Miniature. Exactement. Et derrière, on a du shopping mall là, sur plusieurs étages et la possibilité de louer un étage pour vendre sa mode numérique en étant une marque. Ce qui fait qu'une entreprise ne va pas créer son propre terrain, avec, comme dans le monde du jeu vidéo, va faire son propre bâtiment. Donc, les bâtiments... sur de l'immobilier virtuel professionnel. Exactement. Et non pas résidentiel, parce qu'il ne faut pas que mon avatar dorme. Exactement. Voilà. Je suis plutôt convaincu du côté B2B professionnel que particulier qui pourrait avoir une parcelle un peu plus lointaine. De toute façon, on peut se téléporter dans ce monde-là. On n'est pas obligé d'aller de Paris jusqu'à Méry, comme je disais, à pied, comme on doit le faire dans le monde réel. Oui, nécessite localisation. Exactement. Un temps immobilier, c'est complètement différent. Et oui, je veux juste pour ajouter, je pense que les entreprises comme Adidas, Nike ou enfin toutes les grandes boîtes, elles ont un intérêt aussi à se montrer en fait dans les métaverses, puisqu'en fait c'est le même processus que les publicités, sauf qu'on les voit sur un écran ou qu'on les voit dans le métro, c'est pareil. On a envie d'acheter à la fin. Et comme tu as plus de télétravail et que tu es plus devant ton ordi que dans le métro ou devant la télé, un média classique. En fait, si on a 1 million d'utilisateurs, il y a 1 million de personnes qui voient la pub Nike dans leur métaverse. Forcément, c'est vendeur et pour eux, c'est un business model comme un autre où leur publicité leur rapporte des clients. Surtout si par la suite, en plus, ils mettront en place la possibilité d'acheter directement des chaussures virtuelles dans la boutique, c'est aussi un autre avantage non négligeable pour, dans le monde virtuel, effectuer des achats. Okay. Et pour être un petit peu critique sur le métaverse et en parler à des confrères, ou j'essaie d'évangéliser des confrères à passer
au crypto, au Web3, voilà, je suis peut-être un peu relou, désolé, mais je m'excuse auprès d'eux. Mais c'est vrai, une critique qu'on me dit, et c'est pour ça que je vois le développement, mais c'est scénique, c'est qu'on est dans un monde fini, et que je pense que produire va être de plus en plus compliqué. Comme moi, j'ai connu cette hype des Nike, des sneakers, pardon, voilà, qui valent très cher, et qu'au bout d'un moment, tu peux avoir un écolo-bashing ou shaming en disant tu consommes 4 paires ou 5 paires parce que tu aimes bien les sneakers par an. Voilà, ça fait autant de dégradation pour la nature et qu'aujourd'hui, il va falloir vendre du produit n'importe quoi à des gens et que, par exemple, les bagnoles tu parlais de signes extérieurs de richesse dans le monde réel, la voiture était l'archétype, la Lambo ou la Ferrari. Sauf qu'aujourd'hui, on va te dire que si tu achètes une Lambo, une Ferrari qui consomme tant, tu es un salopard. Parce que tu détruis l'environnement, et ainsi de suite. Donc ta hype, ton fame va peut-être diminuer par rapport à ce qu'on pouvait voir dans les années 80-90. Donc aujourd'hui, en fait, ton signe extérieur de richesse, va falloir aller le trouver dans un monde numérique qui peut être peut-être moins énergivore, et ça, je laisse le débat à ton copain Dufresne, ou voilà, la petite blague pour les amateurs de crypto, sur la partie énergivore, mais pour moi, il y a une notion de se dire que les boîtes, comme tu disais, vont être obligées de switcher, de se dire, ah ben peut-être qu'avec les problèmes climatiques, Bangladesh, si j'ai des usines, on a vu il y a quelques années une usine qui s'est effondrée, des choses comme ça à l'image de marque, et que de toute façon dans la vie réelle, je dois produire toujours moins cher, donc j'ai un problème écologique et j'ai un problème d'image de marque. Donc peut-être qu'effectivement, je peux trouver un relais de croissance dans cette digital life, et je comprends pourquoi les boîtes seront intéressées par ça, quoi. C'est presque une conséquence induite, mais je veux dire qu'au tout début, ils font un calcul simple, c'est qu'aujourd'hui on a une digital life où aujourd'hui on est dans le monde des jeux vidéo. Si on regarde les statistiques, il y a à peu près 4 milliards de personnes dans l'humanité qui a joué au moins une fois aux jeux vidéo, donc la digital life elle est déjà là pour un grand nombre. C'est d'adresser ce sujet-là, les gens sont derrière leurs écrans, ont des avatars, autant habiller les avatars. Et après oui, peut-être que si on va dire, toute l'humanité a une conscience écologique, tant mieux qu'il se renforcerait. Peut-être qu'on pourrait basculer une partie du consumérisme sur des actifs numériques qui, par définition, consommeraient moins que les 10 paires Nike qu'on peut acheter dans l'année. Oui. Mais ça, il n'y a pas de certitude là-dessus, mais c'est pas impossible que ça se passe comme ça. Et qui plus est, si je suis confiné, je pense que du coup le confinement a joué un rôle, c'est que j'utilise moins mes chaussures, donc je les renouvelle moins souvent. Et je peux moins me la raconter parce que l'œuvre que j'ai achetée qui est dans mon salon, les gens ne peuvent pas venir. Par contre, sur mon île ou dans mon appartement virtuel, là, tout le monde peut voir que j'ai énormément bien réussi ma vie, que je gagne beaucoup d'argent, au point d'acheter des singes qui font des grimaces. On pousse le paroxysme à maxima, c'est-à-dire que j'ai acheté un Picasso, je l'ai chez moi. Si je vous le dis pas ou que je vous montre pas des photos, vous le saurez pas, alors que là, techniquement, numériquement, je peux le montrer à la face entière. Donc ça pousse l'idée vraiment du signe de richesse extérieure numérique à son paroxysme. Ce qui est bien ou mal, après on jugera, mais en tout cas c'est possible d'aller jusque-là. Ok. On a évoqué effectivement les différents cas d'usage, il y en a plein d'autres. Maintenant, j'aimerais que vous me décriviez un petit peu le process. Comment je fais deux choses. Je suis intéressé par moi-même créer un NFT. Comment je le crée. Soit je l'utilise, je vis avec, peu importe, et surtout je veux le vendre, voilà. Et également comment je le crée, mais comment je le sécurise, voilà. Comment je le revends éventuellement, et inversement je veux acheter un NFT qui est déjà créé. Comment je fais pour l'acheter? Tout simplement. Nicolas avait fait un tuto. Oui, j'avais fait un tuto sur NFT France. Au tout départ, il faut acheter de la crypto. Donc, il faut échanger. De l'Ether. Voilà, la majorité des projets NFT sont actuellement sur la blockchain Ethereum. Donc, tout d'abord, il faut acheter de l'Ether. Après, par la suite, il faut créer un portefeuille crypto, comme par exemple MetaMask, où on va pouvoir. Donc ça, concrètement, on parle toujours à ma mère. Là, après l'épisode, elle veut m'offrir pour Noël, parce qu'on enregistre avant les fêtes de Noël, un NFT. Mais comme elle est radine,
Elle ne veut pas m'acheter un NFT qui existe, elle veut créer elle-même son NFT. Donc comment elle fait? Elle télécharge une application qui s'appelle MetaMask. Elle a besoin de créer un MetaMask, c'est une extension sur Google Chrome. Donc elle va utiliser ça. Après, par la suite, il faut qu'elle ait une image sur l'ordinateur qui va par la suite. Ok, elle est mégalo, elle me fait une image d'elle-même pour que je pense à elle dans ma Second Life. Une fois qu'elle Une fois qu'elle a ça, elle peut se connecter sur des plateformes d'échange de NFT comme par exemple OpenSea. Et sur cette plateforme, en quelques clics, elle peut mettre la photo. Elle a besoin de la crypto pour payer des frais de transaction, pour inscrire et ajouter, voilà, c'est ça. Exactement. Pour ajouter la photo sur la blockchain. Et une fois que c'est fait, normalement, elle peut vous le transférer ou quelqu'un peut l'acheter. Donc, Je vois que tu... Non, mais je comprends le raccourci, c'est qu'on crée un jeton qui est le titre de propriété et l'image est quand même stockée en dehors de la blockchain. C'est juste pour préciser, pour pas qu'on s'imagine que la blockchain, quand on dit que c'est pour faire du stockage d'informations, c'est de l'information très, très simple, juste de valeur. Parce que en fait, l'image est stockée ailleurs. C'est ça. D'accord, elle est stockée ailleurs, mais j'ai besoin à un moment que... En fait, le jeton, le NFT qu'on a, dedans, il y a un lien qui renvoie vers le stockage de l'image. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les NFT sont beaucoup moqués sur le côté on a juste à faire un clic droit, j'enregistre et j'ai un JPEG. Bah oui, comme je peux avoir une copie de la Joconde chez moi, sauf qu'il y a une copie et il y a la réelle. Mais le stockage de l'image se fait bien en dehors de la blockchain pour pas qu'il y ait de confusion. D'accord. Et justement, ça ne crée pas un problème de sécurisation de cet actif? Si, dans la mesure où si vous mettez ça sur Amazon Web Service et que tout Amazon, admettons, tout Amazon tombe, vous vous retrouvez avec un jeton qui renvoie vers un lien qui n'est pas accessible puisque Amazon est tombé. Après, il y a des moyens de mitiger ce risque. On utilise un truc un peu plus résilient parce qu'un peu décentralisé. Ça s'appelle IPFS, pas besoin de retenir, mais l'idée c'est qu'il n'y a pas juste ce qu'on appelle, alors en anglais, c'est single point of failure, c'est-à-dire un seul point d'achoppement qui fait que tout s'effondre. On a beau avoir une blockchain, c'est sécurisé, etc. Mais si le lien et l'image est mal stocké, il y a un point d'achoppement qui fait que le NFT perd en valeur. C'était le cas par exemple si c'était un peu bête de mon point de vue, mais d'acheter des NFT des premiers tweets ou de n'importe quel tweet. Parce que si l'auteur supprime le tweet qui a été acheté entre guillemets un NFT, on a un lien vers, on a un NFT vers un truc qui dit le tweet n'existe plus. Donc ça prouve bien qu'il y a quand même un sujet, c'est pas que le NFT sur la blockchain, il y a aussi comment on stocke l'image. Mais bon, ça c'est des détails techniques. Oui, c'est des détails techniques. Mais qui comptent quand même. Dans le choix à faire. Effectivement, puisque quand moi j'essaie de voir si c'est une nouvelle classe d'actifs, comme l'art numérique ou voilà, il y a dans le vieux monde de la finance, il y a le risque en capital. Donc ça, on le comprend que c'est effectivement ton artiste, il perd de la valeur ou Mbappé se fracture le genou, perte en capital, au 30 juin. Ça lui fera les pieds. Donc effectivement, perte en capital. Il y a aussi un risque de contrepartie, c'est-à-dire où c'est que tu héberges ton NFT, qu'est-ce qui se passe si cette solution, comme tu parlais d'Amazon Services, a un sujet. C'est un risque qui n'existe pas trop, le risque de contrepartie dans la crypto. Techniquement, en soi, quand on fait un échange avec une plateforme, NFT contre flux, il n'y a pas besoin d'avoir un intermédiaire qui fait dépositaire, etc. D'accord, parce que là où j'ai mal compris, donc c'est bien de reprendre. Là, quand tu me dis que ton NFT est ailleurs que dans la blockchain... Non, c'est le jeton, le titre, c'est comme le certificat de propriété qui est le jeton, il existe sur la blockchain, pas de problème, mais il renvoie vers l'image, ou même la vidéo ou la musique, qui elle est stockée ailleurs. Okay. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que cette image stockée ailleurs soit pas sujette à ce qu'on expliquait, le fait que si tout Amazon tombe, après eux-mêmes créent des réplications de la donnée, donc c'était juste pour un enjeu théorique que j'ai dit ça. Et donc de choisir, entre guillemets, pas que le techno NFT, c'est comment sécuriser l'image, le fichier. Okay. Donc là, ça y est, on a créé le NFT créé. Pour me l'offrir, comment fait ma maman? Elle va pas me le mettre au pied du sapin? Maintenant, ça commence à être de plus en plus simple, ouais. Ok. Donc ça, et moi, je reçois joyeux Noël, bam, et j'ai le NFT. Ou alors encore plus sympa, elle le met sur une clé Ledger, donc aussi entreprise française, licorne française, la deuxième avec Sorare. Vous aimez bien chez Blockchain Partner On aime bien les faire.
Faire de la pub pour Ledger. Alors on n'est pas du tout lié à Ledger, c'est juste qu'en termes de sécurisation de ces cryptoactifs, parce qu'en gros la promesse quand on parle de MetaMask et de portefeuille numérique, la promesse de la crypto c'est d'être soi-même sa propre banque. Ouais. Et ça c'est une responsabilité qui est énorme. Parce qu'en gros être soi-même sa propre banque, ça veut dire qu'il faut avoir une sorte de mot de passe qu'on appelle la clé privée, ou soit, qu'il faut sécuriser de manière un peu intelligente. Parce que si je le mets un petit papier chez moi, ou je le mets sur mon PC ouvert aux yeux de tous, on me vole ce mot de passe, je perds toute la valeur que je détiens. Que mon hygiène numérique est proche de 0. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que si votre mot de passe Gmail c'est azerty1234, globalement... Oh, je pense que mon mot de passe, il doit être des noms sur ton t-shirt. D'accord. Sur ton sweat. C'est trop tard. Plutôt bon choix d'ailleurs. Essayer de me hacker. Exactement, je vais essayer. Je vais peut-être arrêter l'émission et y aller tout de suite d'ailleurs. Non, c'était juste pour dire qu'en gros, il y a des différentes manières de sécuriser sa crypto et je pense qu'in fine, dans quelques années, la majeure partie des gens passeront par, c'est peut-être paradoxal, mais par des intermédiaires qui feront de la conservation pour compte de tiers. Un peu comme aujourd'hui, les banques font de la conservation de nos euros. Recentralise le... Et oui, mais en gros, alors ça, c'est un peu une image d'Épinal de se dire qu'avec blockchain et crypto, tous les intermédiaires vont mourir. Ça, c'est techniquement, si je fais tout à la main, oui, mais pour le commun des mortels, les gens vont pas faire tout à la main parce que c'est beaucoup trop complexe, beaucoup trop technique. Par contre, il va y avoir des nouveaux intermédiaires. Pour caricaturer, c'est un peu les GAFAM qu'on connaît aujourd'hui. Peut-être que demain, un GAFAM de la crypto, ce sera Coinbase, ou Kraken, ou même, j'espère, des acteurs français. C'est-à-dire que ce seront de nouveaux intermédiaires. Ou CoinHouse, pour les citer, eux qui vont faire une sorte de porte d'accès. Si vous avez des euros, vous voulez de la crypto et la conserver chez eux, eux vont le faire pour vous. Ça devient CoinHouse ou d'autres boîtes, même un peu Ledger, deviennent eux-mêmes votre propre... Un risque de contrepartie. Il y a un risque de contrepartie parce qu'au tout début, pour rentrer dans ce monde-là, il faut un flux euro-dollar. Et faire confiance à un tiers, une entreprise qui a pignon sur rue pour matcher en fait un flux euro-dollar avec un flux crypto. Une fois qu'on est dans le monde crypto, il y a des applicatifs et des trucs qu'on peut utiliser où il n'y a pas de risque de contrepartie, puisqu'on est dans le même écosystème où on transfère de la valeur. Alors qu'on ne peut pas faire circuler des euros sur leur forme telle qu'on les connaît aujourd'hui, billets ou numériques, sur une blockchain. Il y a des choses qu'on appelle les stablecoins, ce sont des jetons qui représentent des vrais euros bloqués dans un compte bancaire, mais ça c'est encore autre chose. Okay. Donc là, effectivement, ça y est, par soit un intermédiaire, elle m'a transmis ou directement sur mon wallet, Ledger entre autres, le NFT. Maintenant, je veux revendre mon NFT. Comment je fais ? Parce que j'aime pas sa photo. Mon frère ou ma sœur va me l'acheter un peu plus cher, parce que c'est les préférés. Prenons l'exemple là, d'OpenSea où elle a créé le NFT. Pareil, vous allez pouvoir aller sur votre profil, vous allez voir le NFT et là, vous pouvez le mettre en vente et choisir un prix fixe, une vente aux enchères. Vous avez le choix et une fois que quelqu'un décide de l'acheter, c'est bon, il va être transféré vers un autre portefeuille. D'accord, donc ce que je comprends, les gros opérateurs, c'est création MetaMask. C'est ça. Pour caricaturer, marketplace, revente, OpenSea. C'est ça. C'est ça. OpenSea, c'est un peu le Amazon des NFT pour la faire courte. Et donc on se connecte avec son compte, sauf que son compte, en l'occurrence, c'est un portefeuille numérique qui détient la valeur. Et le nombre de transactions sur OpenSea, je vous pose peut-être une colle. Sur l'année, vous avez... Le volume sur OpenSea, c'est à peu près 10 milliards depuis le 1er janvier 2021. Alors le nombre de ventes qui ont été faites, je serais incapable de le dire pour le coup. D'accord. Ça se compte à mon avis en centaines de milliers, voire millions. Je pense que c'est millions. Ouais, plutôt millions d'ailleurs. Donc voilà, après OpenSea. Fiscalité, est-ce que vous lancez sur le sujet ou comme Mark Jacobson, vous tapez en touche? Vous avez le droit de taper en touche. Ça arrive, a priori ça arrive, ils bossent dessus, mais on ne sait pas trop encore. Oui. En gros, aujourd'hui, telle que la fiscalité en France fonctionne sur les cryptoactifs, c'est que son NFT, on ne sait même pas si c'est vraiment un actif numérique, il y a des débats, mais en gros, c'est qu'on va le vendre, on va l'acheter ou le vendre avec de la crypto qui est de l'Ether. Et aujourd'hui, la fiscalité se passe surtout au moment de la revente des Ethers et de la crypto en euros. En fiat. Donc quand vous repassez en fiat, effectivement, là vous avez le PFU, ouais, euro, dollar, tel qu'on connaît, et ça c'est PFU, décidé par la loi PAC 2018, donc c'est 30% de la plus-value. Après, il y avait des discussions là au Parlement, et notamment à l'Assemblée, via un député LREM, Pierre Persson, qui est plutôt proche de l'écosystème, et lui-même détenteur, qui est totalement dans l'écosystème, détenteur de crypto, et qui a une position d'équilibre. C'est-à-dire qu'il n'est pas là full crypto, il a une position d'équilibre entre
entre dire il faut permettre à l'industrie française d'émerger sans forcément dire ah bah les banques. C'est pas du tout son propos et là-dessus il a raison. Je crois forcément ce juste milieu. Il avait tenté de faire passer un amendement dans le cadre du projet de loi de finances 2022 maintenant, qui était de dire qu'il faut taxer le NFT pour sa finalité. Exemple, si c'est un NFT d'art, en soi, le NFT n'est que le support, mais il faut taxer dans ce cas-là ce NFT d'art comme de l'art. Avec les règles fiscales Exactement. de l'art physique. Pour Mbappé dans un jeu vidéo, taxé comme un objet de jeu vidéo, mais je crois que même dans la loi ça n'existe pas. Et si le NFT est un support financier pour un titre financier, le taxer comme un titre financier. Et ça finira par arriver, mais en l'occurrence, les députés ont trouvé ça peut-être un peu avant-gardiste. Je pense qu'ils n'ont pas compris grand-chose à ça. Mais c'est ce qui fera sens in fine, c'est que son NFT d'art sera taxé comme de l'art. Et une fois que j'ai fait du coup ma plus-value sur le NFT, il se dit, donc grosse précaution, faites du Dior, comme vous aimez tant dire dans cette communauté-là, mais je veux dire du Dior fiscal. Do your own research, c'est-à-dire faites votre travail, faites vos devoirs. Faites vos devoirs. Mais donc sur la fiscalité, si, comme tu disais, si je réalise ma plus-value en vendant mon NFT, d'accord, je vais être en Ether. Oui. Si je rachète, que je réinvestis toujours en crypto, ou si ce gain-là, je le place en stablecoin ou peu importe, je ne serai pas taxé. Non, puisque, alors je dis peut-être une bêtise, mais en gros, aujourd'hui, les transferts crypto vers crypto, aujourd'hui, ne sont pas taxés. C'est pas impossible qu'ils décident de faire ça un jour, mais techniquement, ça va être compliqué. Donc, dans mon métier, qui est aussi la gestion de portefeuille, si on parle de portefeuille d'actifs numériques, une fois qu'on a vu une belle plus-value parce qu'on a fait un artiste ou Sorare, un joueur qui est, voilà, je reparle de Florent avec Mac Maignan qui a fait une grosse plus-value, on pourrait, un gestionnaire de patrimoine d'actifs numériques pourrait lui conseiller de réaliser sa plus-value sur le NFT, ne surtout pas sortir transférer en fiat, mais de sécuriser sa plus-value en prenant du rendement sur du stablecoin. Exactement. Donc il y a une vraie stratégie patrimoniale. Exactement, mais qui ne durera pas parce que, mais encore une fois, techniquement, ça va être compliqué, mais ils vont finir par essayer de vouloir taxer les transferts crypto, tout crypto, ou même si on considère que le NFT d'art, c'est de la taxation de l'art, quand on a vendu son œuvre, on devra le déclarer. Je suis bien d'accord. Après, on est obligé, et moi, dans mon métier, c'est ce que je dis à mes clients, c'est que je parle à fiscalité à l'instant T. Je ne peux pas prévoir... Non, c'est juste pour dire, aujourd'hui, il y a entre guillemets une zone grise, ça va bouger, mais aujourd'hui c'est ça, mais il y a une zone grise, ça va bouger. Pensez pas que c'est quelque chose qui va durer 20 ans. Donc peut-être, ça veut dire, on recommande toujours rien, mais que si vous avez des grosses plus-values latentes sur des projets NFT, c'est peut-être le moment de si vous ne voulez pas vous faire tuer sur la fiscalité, de vendre. Pas forcément, ça dépend. En fonction du timing. Je connais pas la Si l'œuvre fiscalité de l'art. peut prendre encore plus de valeur, peut-être que ça Oui, a beaucoup de bien sens. sûr. Si on est sûr de soi, pourquoi pas. Mais beaucoup de valeur avec un moins 30 à l'arrivée en fiscalité. Je pense qu'on aura le temps de voir venir à l'Assemblée. Ça dépend de la fiscalité de l'art traditionnel après, si c'est ça qui passe. On est sur, sur ta vision de taxer actif par, Oui, en rapport avec l'actif réel. exactement. Le type d'actif réel. Ok. Dernier point que je voulais voir avec vous, plusieurs sujets. On va rester 2 minutes sur la fiscalité. C'est ce que m'a soufflé un copain quand il m'a appelé, qui m'a demandé quel type d'épisode je faisais. Il m'a dit, franchement, si aujourd'hui il y a des gens qui achètent des Nike ou peu importe, des wearables à 5 000 €, est-ce que c'est pas une preuve qu'il y a des gens qui ont trop d'argent qui ont trop d'argent à dépenser et que s'il y a un gouvernement plutôt à gauche ou voilà, pro-taxation, que finalement expliquer que quelqu'un qui a acheté, je sais pas, un Beeple ou un CryptoPunk et qui a gagné 1 million ou 2 millions d'euros, je vais pas caricaturer certains hommes politiques qui disent à partir de 400 000, je prends tout. Mais c'est un petit peu l'idée. Est-ce que vous n'avez pas peur parce que dans le droit français, on parle de l'enrichissement sans cause, qui est un concept juridique, et que là, moralement, est-ce qu'on ne pourrait pas parler de, effectivement, j'ai acheté des Nike 100, elles valent 10 000, parce que c'est les premières Nike digitales créées dans l'histoire. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il va y avoir une taxation lourde, quoi ? C'est un peu le cas déjà en fait. Il y a déjà des Nike qu'on achète qui sont en édition limitée en physique et qu'on revend 10 000 parce qu'il y en a très peu.
Donc que ça soit au niveau NFT ou dans le monde physique, je pense que ça doit s'aligner et être similaire. C'est comme on achète une Porsche de collection avant, elle était sous-cotée, elle prend beaucoup de valeur, c'est un peu l'offre et la demande. C'est une définition assez morale finalement, c'est à partir de combien on est riche et combien la collectivité veut financer des projets en taxant des gens. Après le problème c'est que c'est encore plus vrai dans le Web3 et la crypto, c'est que c'est comme Internet, il n'y a pas beaucoup de frontières. Et le drame ce serait d'avoir quelque chose de très, c'est peut-être politique ce que je veux dire, mais de tellement restrictif que ça va faire fuir les talents. Il y en a déjà nombre d'entrepreneurs français qui sont partis au Portugal par exemple, parce que là-bas sortir leur Bitcoin c'est quasiment 0%. Donc c'est pourquoi pas si on était juste dans un environnement clos et pas d'alternative, mais aujourd'hui c'est presque la courbe de l'affaire et on va dire l'intérêt de l'impôt, c'est si on va trop loin, est-ce que même en termes de recettes on détruit pas nos ressources? Non, bien évidemment. Mais après, moi, en tant que fiscaliste, qui est ma formation initiale, tu parlais de Pierre Persson, mais bon, il va sûrement pas nous écouter ou regarder la vidéo, mais si jamais il tombe dessus, une petite idée, pourquoi pas exonérer les plus-values sur les NFT ou sur la crypto, à condition de réinvestir dans l'économie réelle. Mais ça, c'est une proposition que lui-même a portée aussi et qui a été défendue par la DAN notamment, et même qui était une proposition d'Éric Woerth, si je dis pas de bêtises. Éric Woerth, d'accord. Exactement, donc ce qui prouve qu'il y a des députés, de quel que soit le bord, qui sont assez ouverts sur le sujet. Éric Woerth avait dirigé, je crois, une commission parlementaire là-dessus, sur ce sujet-là, si je me souviens bien. Et ça, je suis persuadé que c'est une bonne idée, dans la mesure où, même moi, à titre individuel, je serais très heureux de sortir, alors je sais pas beaucoup, mais une petite partie de ma crypto pour, s'il y a une belle opportunité d'un ami qui lance sa boîte, de pouvoir financer sa boîte, et lui va recruter du monde, donc créer de l'emploi, et donc participer à l'industrie française. Ça, c'est une idée qui, malheureusement, a été rejetée encore cette fois-ci pour l'année 2022. J'aimerais bien que ça revienne dans un an. Et je pense que d'ailleurs le sujet, pour faire une toute petite encartade, va peut-être être un peu plus politisé sur cette élection présidentielle, puisque notamment la DAN, qui est l'association de la place, qui, on va dire, regroupe tous les grands acteurs de l'écosystème qui sont plutôt sérieux et légitimes. Ils sont en train de lancer un sondage via l'IFOP, qui est assez renommé comme institut. Et l'idée, c'est d'avoir des stats un peu plus précises sur le nombre de Français qui détiennent de la crypto. Une partie quanti, une partie quali. Et l'idée, c'est que si on arrive à trouver que, je sais pas, entre 5 à 10% des Français ont de la crypto, peut-être qu'on arrivera, la DAN, à s'adresser à tous les candidats à la présidentielle, quel que soit leur bord, en leur disant « Regardez, il y a une industrie française, il y a une capacité à être un peu souverain si on a des talents qu'on garde en France, qu'est-ce que vous avez à nous dire ?» Et peut-être que ça peut débloquer un peu politiquement les verrous culturels qu'on a encore aujourd'hui. D'accord, la souveraineté numérique, ça intéresse les politiques? Oui, ça intéresse le politique, il en parle déjà. Je vois pas cru, tu vois, c'est ironique. Pas tous évidemment, parce que j'ai fait. Je suis ravi d'entendre. J'ai été un peu un petite main stagiaire assistant parlementaire à l'Assemblée pour une députée d'ailleurs qui aujourd'hui dirige l'ARCEP et qui était la première à parler de crypto quand Macron était ministre de l'économie en l'occurrence. Et donc il y avait déjà des gens qui, avant-gardistes, ils n'étaient pas nombreux, mais aujourd'hui ils sont de plus en plus. Et leur parler de souveraineté numérique en disant que si on perd tous nos talents, on va faire comme avec Internet, on va se retrouver avec RGPD et aucune boîte entre guillemets, à neutraliser vu qu'elles sont même pas françaises. Aujourd'hui, je me suis levé ce matin, j'ai vu un tweet où en gros c'était une personne d'Orange qui démarchait au titre d'AWS. Donc les boîtes françaises aujourd'hui en sont réduites à faire entre guillemets commerciaux pour les GAFAM américains. Ce qui moi d'un point de vue de souveraineté, ça me fait un peu tiquer. Et donc là l'idée c'est que si on a une industrie française, on a du Sorare, des Ledger, d'autres boîtes qui vont lever, c'est pour ça qu'il faut des capitaux français qui investissent dans ces boîtes-là pour qu'elles passent pas sous pavillon étranger, peut-être qu'on sera un peu plus souverain en Europe et dans le monde en se disant on a des talents, on a une industrie, on va pas se faire avoir. Ok, super. Je pense qu'on a fait un bon tour. J'ai oublié, je voulais dédicacer cet épisode à Philippe, qui est prof d'éco, c'est mon premier hater. Ouais. Et je fais tellement peu de vues que j'ai pas beaucoup de commentaires et encore moins de haters. Mais je suis très fier d'avoir un premier hater, voilà, qui justement dans l'épisode avec Alexandre Stachenko a commenté, puisque coin.fr, je me semble, a repris mon épisode, ma vidéo. Voilà, et donc ils ont des viewers. Et donc Philippe qui commente en disant qu'Alexandre est hyper pédagogue, hyper brillant, ce qui est vrai et tout. Mais par contre, le présentateur ne comprend absolument rien à la crypto-monnaie. Oui, effectivement, Philippe, je m'adresse à toi et je débute comme vous et c'est le but sur d'autres sujets de l'immobilier qui sont mes métiers et tout. Et j'espère faire un switch
vers cette formation, vers le Web3, les NFT. Et c'est pour ça que j'étais ravi d'échanger avec vous. J'ai appris plein de choses et j'espère que vous aussi, vous avez appris plein de choses. Tradition de fin de podcast, une recommandation, Aloïs, pour nos auditeurs, quelque chose qui t'a plu? Moi, le livre qui m'a un peu fait changer dans les cryptos, c'est Route de la servitude de Hayek. La route de la D'accord. servitude. Ok, là on est... Je suis content, Ce qui prouve que le secteur et surtout le sujet de base est une technologie politique. Et moi, ça me va très bien. J'adore aussi le bouquin et je trouve que c'est une très belle reco. Ok. Vas-y. Ouais, pour moi, du coup, je suis rentré, on va dire, dans le marché des NFT. J'ai commencé à m'intéresser à l'art. Et c'est après avoir visionné le film de Pascal Boyard, La Chapelle Sixtine. Donc, grosse dédicace à lui. C'est vraiment top ce qu'il fait. Moi aussi, je fais les recos d'aller voir Pascal Boyard quand j'ai la chance d'écrire des trucs. Moi, ma reco, c'est de suivre quelqu'un de l'écosystème français qui s'appelle Token Brice, qui a une chaîne YouTube, une chaîne Twitch, et il fait des lives. Et c'est quelqu'un qui a des convictions, mais qui, à mon sens, n'est pas trop biaisé par un langage commercial, parce qu'il n'a rien à vendre, il ne fait pas de partenariat. Et donc, il est très pédagogue, très didactique. C'est peut-être un peu rude pour les nouveaux, mais si vous voulez aller plus loin et que vous maîtrisez de plus en plus le sujet, portez-lui vers... Répétez son nom. Token Brice, comme un token T-O-K-E-N et Brice comme Brice. Sur Twitter. Sur Twitter, c'est peut-être aussi son tag, là j'ai un doute. Mais en tout cas, sur YouTube et sur Twitch, vous trouverez à Token Brice. Super. Ben, en tout cas, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à aller voir du coup NFT France sur les réseaux sociaux. Oui. Et sur le site internet nftfrance.fr. nftfrance.fr, LinkedIn, Twitter et Instagram. Twitter, Instagram, community management Top. au taquet. Stanislas, on te retrouve où si on veut échanger avec toi? Sur mon Twitter perso, Stan Barthélémy, sinon il y a les réseaux de blockchain partner by KPMG. On écrit souvent du contenu, on passe souvent dans les médias et on essaye d'avoir vraiment la pédagogie, alors pas que sur les NFT, mais sur tous ces sujets-là pour que le grand public comprenne. Et nos clients qui font partie de ça. Et on trouve que nos clients, maintenant, de plus en plus, ceux qui sont décisionnaires, sont eux-mêmes des grands fans de NFT ou de crypto, donc c'est un peu plus facile pour l'émission et c'est assez sympa. Super. Mais quant à moi, vous pouvez me retrouver, comme vous savez, sur LinkedIn, Johan Tortig, ou consulter le site du cabinet mp-gestion.com. Je vous dis à la semaine prochaine et portez-vous bien.